Bonjour Marion Maréchal. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre Merci invitation. à vous. On l'évoquait à l'instant, Emmanuel Macron a annoncé la mise en œuvre de la réforme des retraites dès l'été 2023. Il veut repousser l'âge légal de départ à 64 voire 65 ans. Est-ce que vous souhaitez qu'il réussisse ? Déjà, je me félicite dans un premier temps qu'ils remettent à plat cette réforme, puisque souvenez-vous, au départ, il s'était agi de mettre complètement le système Dans le à précédent plat. quinquennat, il voulait une réforme très différente. Exactement, à point, qui était quelque chose d'une espèce de truc complètement technocratique, aberrant. Donc déjà, on peut se féliciter qu'on soit sorti de cela. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, Emmanuel Macron ne change pas ses habitudes, puisqu'il fait des embardées à 180 sur le plan des propositions et des idées. Donc il ne fait pas exception sur le plan des retraites. En ce qui concerne l'allongement de la durée légale de la retraite, comme vous le savez, à Reconquête et avec Éric Zemmour, nous étions pour cet allongement. C'était un report de l'âge légal à 64 ans. Exactement. Alors après, il y avait des débats sur l'âge, des différences, et puis sur évidemment la prise en compte de la pénibilité, la remise à plat aussi d'un certain nombre de régimes spéciaux qui ne sont pas aujourd'hui au cœur du sujet, pour plus d'égalité et d'équité, si je puis dire, entre les différents régimes. Donc de ce point de vue-là... Mais ça va dans le bon sens. De ce point de vue-là, alors il faudra voir le détail, parce que comme je vous le disais à l'instant, on ne sait jamais à quoi s'en tient véritablement avec Emmanuel Macron, il faudra voir le détail. Mais en ce qui concerne l'allongement du départ à la retraite, nous en sommes favorables, à ceci près qu'elle ne peut s'accompagner que d'une véritable politique aussi de retour à l'emploi. Et nous attendons fortement, de ce point de vue-là, une réponse sur le plan de la formation et de faire coïncider, puisqu'en ce moment on parle beaucoup de l'école de la République, l'enseignement supérieur, avec les besoins des entreprises, parce que c'est quand même le gros angle mort et c'est l'une des réponses à apporter. Et là, on est toujours dans le vide. On parlera de l'école dans un instant. D'abord, encore un mot du travail. Hier, vous avez répondu à la députée écologiste Sandrine Rousseau, qui défend un droit à la paresse et qui dit que la valeur travail est une valeur de droite. Oui, alors elle reprend d'ailleurs en cela, en parlant du droit à la paresse, vous savez, une expression qui avait été forgée par le gendre de Karl Marx il y a déjà longtemps, donc comme quoi la gauche ne se refait pas, les références restent toujours fondamentalement les mêmes. Et je m'amuse, si vous voulez, de ce genre de grandes envolées, parce que ce qu'oublie de dire Madame Rousseau, c'est que ceux qui financent le droit à la paresse de certains, c'est ceux qui travaillent et qui manifestement n'ont le droit que de travailler. Et donc elle soulève en cela, oui, je pense, une vraie différence de point de vue qui consiste à dire que aujourd'hui, il n'est plus supportable que nous soyons dans une logique d'assistanat, c'est-à-dire le fait que dans certains cas, les aides sociales payent mieux d'une certaine manière que le travail. Mais vous revendiquez le fait que le travail soit une valeur de droite, c'est quelque chose que vous défendez. Et c'est même moi, pour le travail, pour moi, n'est pas de droite ou de gauche. Le travail, pour moi, c'est une logique de responsabilité individuelle. C'est un besoin nécessaire de subvenir aux choses essentielles de sa famille. Ça me paraît être un effort collectif, parce qu'on vit dans le cadre d'une communauté nationale, donc chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. Donc ça ne devrait pas être de droite ou de gauche. En revanche, je considère que oui, il n'y a pas un droit à la paresse. Chacun doit pouvoir travailler et contribuer à la mesure de ses possibilités et de ses compétences. Mais je trouve que c'est un débat aberrant. Et je disais dans ce tweet que finalement, en tout cas, le droit à la bêtise était manifestement, pour le coup, une valeur de gauche. Mais ça finit par être une stratégie, je crois, Sandrine Rousseau, de se faire connaître avec ce genre de polémique. Cette semaine, il y a eu également des annonces importantes du gouvernement sur l'énergie. Il va y avoir des hausses de prix en janvier, en février, sur le gaz et l'électricité, mais il y aura aussi le prolongement du bouclier tarifaire pour tous et un chèque énergie pour les plus modestes. Est-ce que c'est bienvenu ? Est-ce que Reconquête, au pouvoir, aurait fait la même chose ? Alors déjà, il faut quand même dire une chose, c'est que la distribution de chèques, qui est devenue maintenant la politique répétitive du gouvernement à toutes les problématiques. Pour les plus modestes, là, en l'occurrence. Oui, mais le bouclier tarifaire va aussi considérer à mettre de l'argent public et à injecter de l'argent public, évidemment, pour compenser la hausse des prix. Il faut quand même dire aux Français que tout cela... Pour l'atténuer, parce qu'il y aura quand même une hausse. Il y aura une hausse, mais de 15%, donc réduite par rapport à ce qui devrait advenir. Il faut quand même dire aux Français que tout ça, c'est de l'impôt différé et c'est de la dette supplémentaire à un moment donné, où, rappelons-le quand même, les taux d'intérêt de la dette sont en train d'augmenter, et comble de l'irresponsabilité, parce que nous payons là l'irresponsabilité du sabotage de notre filière nucléaire, l'irresponsabilité, et on n'en parle jamais d'ailleurs, de la volonté du gouvernement de démanteler notre champion national qui est EDF avec le projet Hercule qui est en stand-by mais qui a quand même contribué à affaiblir Même si depuis l'État a annoncé une recapitalisation, renationalisation d'EDF. Oui, mais c'est très intéressant si vous voulez, parce que c'est toujours pareil, c'est les grandes embardées idéologiques. Donc on explique au patron d'EDF qu'on vilipende aujourd'hui, qu'il va devoir fermer des réacteurs nucléaires, puis aujourd'hui on le prend à partie parce que les réacteurs nucléaires n'ont pas eu suffisamment d'investissement et on n'a pas formé suffisamment de gens. On recapitalise EDF, mais dans le même temps, pendant des mois, voire des années, on a prévu de le démanteler, donc EDF
s'était organisé de ce point de vue-là. Et on paye aussi, et ça c'est intéressant de le rappeler, le choix de gouvernement qui depuis quelques années, Emmanuel Macron compris, ont contracté des emprunts pour la dette qui ont des taux d'intérêt qui sont rattachés à l'inflation. Donc on a potentiellement une situation explosive. Je reviens à la question de départ, vous n'auriez pas fait ces aides, le bouclier tarifaire, le chèque énergie, ça pour vous paraît... répondre clairement, puisqu'en fait sur la question du prix de l'électricité et du gaz, il y a des réponses de court terme et des réponses de long terme. Je ne suis pas choquée qu'il puisse y avoir dans une mesure d'urgence et temporaire, en effet, des aides directes qui soient distribuées. Ce qui me dérange plus, c'est qu'on soit systématiquement dans cette réponse et qu'à aucun moment on ne voit une véritable politique économique qui consiste à rendre du pouvoir d'achat aux Français par un travail qui paierait mieux et des charges finalement sur les salaires qui soient moins importantes. Et on attend une réponse structurelle. Et c'est ça qui est très ennuyeux dans le dispositif, c'est qu'on ne voit pas cette réponse structurelle et les causes économiques du coup d'État qui devraient advenir en face. Et c'est là où ça m'inquiète, c'est qu'on se met dans une situation une fois de plus explosive. Et de ce point de vue-là, voilà, je ne vois pas véritable cohérence de réponse cohérente. Emmanuel Macron demande également des changements d'habitude, de comportement aux Français, par exemple de baisser le chauffage à la maison cet hiver. Est-ce que vous le ferez ? Oui, mais moi j'ai toujours de toute façon mis mon chauffage à 19 degrés puisque c'est ça maintenant. Vous étiez déjà exemplaire sur ce sujet. Déjà, et moi je ne suis pas choquée qu'il y ait une responsabilité individuelle des citoyens de manière générale, mais ce qui me dérange, c'est la tonalité du propos. C'est de dire aux Français, si vous ne faites pas cela, vous subirez des blackouts. C'est-à-dire qu'on est dans une espèce d'inversion de la charge de la responsabilité qui me déplaît très fortement, alors même que la situation qu'on vit aujourd'hui est directement liée aux mauvais choix qui ont été faits au niveau européen et au niveau français par nos gouvernants. Et donc c'est vrai que c'est une chose un peu facile, une fois de plus, de la même manière qu'aujourd'hui Emmanuel Macron s'en prend au président d'EDF, alors qu'il lui a donné des consignes qui évidemment l'ont mis en difficulté. Donc c'est la tonalité du propos qui me dérange de ce point de vue-là. Une partie de la hausse des prix de l'énergie vient du nucléaire, vous l'avez évoqué. Une autre partie vient du contexte international, la guerre en Ukraine, la question des sanctions également. Pas seulement, il y avait déjà de l'inflation en réalité et de la hausse des prix avant, mais oui. Est-ce que sur la question des sanctions, vous êtes de ceux qui considèrent qu'on doit arrêter de sanctionner la Russie au motif que ça ne servirait à rien ? En tout cas, je considère qu'on peut difficilement aller plus loin. C'est-à-dire qu'objectivement, aujourd'hui, on met notre économie quand même en grande difficulté et on n'a pas fini d'en voir les effets et donc de s'endetter de ce point de vue-là. On met notre industrie quasiment à genoux. Il faut voir ce qui va advenir. On va payer donc l'irresponsabilité, j'en ai parlé, de nos gouvernants, mais aussi l'irresponsabilité des choix politiques de nos voisins, parce qu'on va devoir probablement livrer du gaz et c'est prévu à l'Allemagne, qui a aussi fait des choix déplorables sur le plan énergétique, nucléaire, notamment ces dernières années. On est quasiment, disons-le, en guerre frontale avec la Russie, parce qu'on est sur la ligne de crête de ce qu'on appelle la co-belligérance. Donc, je veux dire, l'étape supplémentaire, c'est quand même la Troisième Guerre mondiale. Enfin, je veux dire, il ne faut pas se voiler la face. Donc, sincèrement, aujourd'hui, sur la question ukrainienne, je vois difficilement comment on pourrait aller plus loin. Je crois qu'aujourd'hui, la réponse, disons-le franchement, elle est entre les mains de l'Ukraine et de sa capacité ou de sa volonté ou à gagner sur le plan militaire ou à négocier pour remettre la diplomatie sur le plan de la table. Reconquis des territoires, on parle de milliers de kilomètres carrés qui ont été repris aux Russes. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Moi, je me félicite quand un pays souverain évidemment parvient à défendre ses frontières face à une agression extérieure, mais j'aimerais, et j'en profite, je rebondis, qu'on parle également de l'Arménie, qui est le grand oublié de l'actualité, qui est un pays en conflit avec l'Azerbaïdjan, qui est un pays ami de la France, qui est un pays dans notre sphère civilisationnelle comme l'Ukraine, qui est un pays démocratique, qui est agressé et envahi par une puissance étrangère, un pays étranger qui s'appelle l'Azerbaïdjan, qui est un régime autoritaire soutenu par la Turquie, qui n'est pas non plus une grande démocratie et qui manifestement ne suscite pas les émois et la solidarité nationale que l'on voit à l'égard de l'Ukraine. Et j'y vois peut-être là le fait que Mme von der Leyen soit allée doubler ses importations, exactement, les importations de gaz pour l'Union européenne de l'Azerbaïdjan. Donc permettez-moi quand même de relever que quand on a des postures morales et qu'on fait de la diplomatie morale, eh bien, il faut une cohérence. Et on ne peut pas dans le même temps dire « je refuse d'importer du gaz russe pour des raisons morales parce que la Russie, et ce qui est vrai, a agressé et a violé les frontières de l'Ukraine », et dans le même temps dire « je vais aller prendre du gaz de l'Azerbaïdjan qui, dans les mêmes conditions, a violé les frontières de l'Arménie ». On va revenir en France. Marion Maréchal, hier, Emmanuel Macron a annoncé un nouveau projet de loi sur l'asile et sur l'immigration prévu pour le début de l'année prochaine. Il explique que selon lui, notre politique aujourd'hui est absurde, il le reconnaît, inefficace et inhumaine, car, dit-il, elle consiste à mettre des femmes et des hommes qui arrivent dans notre pays, qui sont dans la plus grande misère, dans les quartiers les plus pauvres. Il plaide pour une meilleure répartition, notamment dans les espaces ruraux, là où on perd de la population, par exemple. Est-ce que c'est une
idée qui vous parle? Non. Alors déjà, je m'amuse du fait qu'Emmanuel Macron ouvre les yeux parce que faut savoir que le bilan d'Emmanuel Macron ces 5 dernières années, c'est d'être le président qui a eu le record absolu de l'immigration légale dans la période récente. Donc c'est quelqu'un qui est un fervent défenseur de l'immigration de masse et qui n'a rien remis en cause, ni sur le plan des conditions sociales qui sont des pompes aspirantes de l'immigration, ni sur le code de la nationalité, ni sur l'octroi des titres de séjour. Défenseur de l'asile aussi, pour une partie, ce sont des réfugiés. Oui, mais dont on sait aujourd'hui, objectivement personne ne le conteste, que le droit d'asile est devenu malheureusement aujourd'hui une filière d'immigration illégale détournée, où en fait sous prétexte d'asile on arrive sur le territoire français, on en est très souvent débouté, mais on est in fine jamais expulsé. Il promet tout de même d'améliorer l'efficacité des reconduites à la frontière. C'est un chantier qu'il a entamé. Le problème, si vous voulez, c'est que sur cette question de l'asile, nous sommes tenus également par le droit européen, il ne faut pas l'oublier. Donc dire aux Français qu'on va révolutionner le système sans s'attaquer aux règles européennes qui sont mises en place, ça me paraît difficile. Par ailleurs, ça me paraît une fois de plus difficile d'avoir une politique d'immigration restrictive en France, même s'il y a des choses à faire indéniablement, sans penser sur le plan global et notamment sans penser à Schengen, puisque vous savez que nous avons encore la libre circulation des personnes au sein de l'espace Schengen et que nous n'avons plus aujourd'hui les infrastructures, mais pas même les infrastructures, ni même les hommes qui nous permettraient de contrôler nos frontières. Donc je crois que là-dessus, Et vous doutez de sa volonté ? Oui, je doute de sa volonté, je doute de sa cohérence, je doute de son efficacité, parce qu'une fois de plus, c'est quelque chose qu'on doit aborder sur différents plans. On ne peut pas penser la question de l'immigration qu'à travers le droit d'asile. On doit aussi le penser sur le plan, une fois de plus, du code de la nationalité, du droit du sol, du regroupement familial, de toutes les incitations à venir sur le territoire, sur le plan social. Et là-dessus, on voit bien qu'il n'y a aucune vision d'ensemble, puisque Emmanuel Macron n'a eu de cesse, y compris pendant la campagne, de répéter que l'immigration était une chance pour la France. Enfin, je veux dire, il est dans ce dogme-là, donc je ne crois pas qu'il y ait véritablement de volonté de sa part. Mais si vous étiez au pouvoir, on accueillerait quand même encore des réfugiés ? Des réfugiés politiques, oui, des réfugiés politiques en petite quantité, si je puis dire, ce qui était l'esprit même du droit d'asile, et non plus, comme c'est le cas aujourd'hui, un droit d'asile qui en fait est un droit d'asile socio-économique massif et qui surtout, une fois de plus, est une nouvelle incitation à l'immigration. Éric Zemmour a employé un nouveau terme le week-end dernier lors de votre rentrée politique, c'est le terme de francocide. Il l'explique de la manière suivante: le tabassage, le viol, le meurtre, l'attaque au couteau d'un Français ou d'une Française, dit-il, par un immigré n'est pas un fait divers, c'est un fait politique et qu'il veut désormais appeler francocide. Le suffixe cide, on l'emploie généralement en français dans des cas de meurtre, d'assassinat. On parle d'homicide, de féminicide, de génocide. Est-ce que ça vous paraît pas tout de même excessif de tout mettre sur le même plan ? Alors, déjà, pourquoi ce terme ? Ce terme pour nommer un fait de société qui est aujourd'hui un lien indéniable entre l'augmentation de l'insécurité et l'immigration. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous assistons à une multiplication, en effet, de meurtres, mais aussi, comme vous le disiez, de viols, d'agressions violentes de Français, de la part de personnes issues de l'immigration ou de nationalité étrangère. Mais vous êtes attaché à la langue française. Je ne défends pas les agressions, bien sûr, mais une agression et un meurtre ou un génocide, c'est pas tout à fait la même chose. On parle évidemment pas de génocide, mais ce que je veux dire, c'est que c'est intéressant d'avoir un terme pour nommer les choses. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, tous ces phénomènes sont en fait éparpillés façon puzzle dans, en effet, les chroniques de faits divers. Et on a du mal à en voir le lien entre eux et donc le véritable phénomène qu'ils représentent. Or, aujourd'hui, c'est devenu un phénomène. Quand vous avez, je reprends les chiffres du ministère de l'Intérieur, de Gérald Darmanin dans le JDD cet été, qui dit que 48% des actes de délinquance à Paris sont commis par des personnes de nationalité étrangère. 55% à Marseille. Je ne sais pas si on mesure ce que ça veut dire. C'est-à-dire que vous enlevez l'immigration, vous avez moitié moins d'actes de délinquance à Paris et à Marseille. Je veux dire, on est quand même dans une chose d'une ampleur absolument phénoménale. Et on voit bien ces derniers mois, rien que cet été, la multiplication des agressions au couteau, des meurtres, des personnes ruées de coups dans la rue de façon absolument gratuite, où chaque fois on se rend compte que les agresseurs, pour une grande partie d'entre eux, sont des personnes issues de l'immigration. Et donc il fallait nommer cela et donc montrer le phénomène de société que ça représentait et ainsi inciter, parce que c'est l'objectif du politique, inciter le gouvernement à réagir pour avoir une réponse pénale cohérente et une réponse migratoire. Donc c'est un combat idéologique. C'est un combat idéologique, c'est un combat aussi politique. Pour dire quoi ? Pour dire à Gérald Darmanin, il ne sert à rien finalement de mettre un policier à chaque coin de rue ou d'augmenter les moyens de la police, ce qui est déjà très bien. 8500 postes de plus annoncés sur le quinquennat, 15 milliards d'euros, c'est quand même des efforts conséquents. Et c'est évidemment nécessaire. Et en cela, il rattrape la politique menée par celui qu'il avait soutenu à l'époque, à savoir Nicolas Sarkozy, qui avait détruit la police nationale en sabrant les effectifs. Mais
je veux dire, ce que veut dire Gérald Darmanin, c'est que c'est très bien de mettre un policier à chaque coin de rue, mais ça n'aura aucune espèce d'efficacité. Et on en a vu d'ailleurs avec le bilan d'Emmanuel Macron sur le plan sécuritaire. Si vous ne traitez pas la question d'autre part de la justice, c'est-à-dire de la réponse pénale, de sa rapidité, de son efficacité, de la formation des magistrats, de la place dans les prisons, et là-dessus, une fois de plus, blackout total du gouvernement. Une augmentation de la rémunération des magistrats judiciaires pour aussi améliorer les conditions et l'attractivité de la profession. Oui, mais ça reste, si vous voulez, très en deçà de ce qu'il faudrait aujourd'hui pour avoir une réponse pénale adaptée. Et je parle aussi de l'échelle des peines. Je ne parle pas uniquement des moyens matériels accordés à la justice. Donc ça, c'est en aval et en amont, une fois de plus, de traiter la question de l'origine aussi de la délinquance, qui est factuellement, et ça, c'est les chiffres qui parlent, très largement liée à une immigration contrôlée. Je voudrais qu'on parle des enfants. On faisait tout à l'heure allusion à la question de l'assistanat. Le député Les Républicains, Éric Ciotti, s'est étonné qu'une famille de 10 enfants dans l'Est de la France puisse toucher près de 6 000 euros d'allocation au mois d'août. Alors, il n'y a pas de fraude, c'est l'addition des différentes prestations, allocation familiale, allocation de rentrée scolaire qui est versée une fois dans l'année. Il ne faut pas aider les familles nombreuses. Est-ce que vous partagez son émoi quand il dit qu'il faut plafonner les allocations familiales? Alors, je pense qu'il pose un bon diagnostic, mais une mauvaise solution. Donc, le bon diagnostic, c'est évidemment de dire aujourd'hui qu'il est insupportable, on en parlait tout à l'heure, que les revenus de l'assistanat puissent, dans certains cas, rapporter plus que les revenus du travail. Mais la solution me semble mauvaise, car je crois que, en fait, Éric Ciotti, pour des raisons de pudeur ou de crainte du politiquement correct, passe à côté du sujet essentiel qui, selon moi, de ce point de vue-là, est la question de la priorité nationale, c'est-à-dire le fait de réserver les aides sociales prioritairement aux personnes de nationalité française. Quand vous avez, ça c'est un chiffre qui avait été donné par le magistrat Charles Prats dans une de ses enquêtes sur le sujet, 49% des allocataires de la CAF qui sont nés à l'étranger, on voit bien ce que représente aujourd'hui une fois de plus l'immigration sur le poids de notre dette sociale. Pour vous, le problème, c'est pas le nombre d'enfants, c'est leur origine. Et donc je pense que non, c'est la question de la nationalité. C'est pas la question de l'origine, parce que vous pouvez être français d'origine étrangère. La question de la nationalité. Et donc oui, ce qui est vrai, c'est que les impôts des Français, l'argent public n'a pas à financer la natalité étrangère ou la natalité de personnes étrangères. En revanche, il n'y a aucune raison de sanctionner des Français qui font des enfants, parce que un enfant français, c'est un service rendu à la nation. C'est évidemment absolument nécessaire dans notre société actuelle et face au recul démographique de l'Europe. Donc je crois absolument que les allocations familiales ne doivent pas être touchées de ce point de vue-là. Éric Zemmour a dénoncé sur la question des enfants également un grand endoctrinement qui serait en cours, en particulier à l'école. Le ministère a répondu, il y a une loi aujourd'hui, elle prévoit 3 heures d'éducation sexuelle par an, pas par semaine, par an. Est-ce qu'il ne faut pas, de votre point de vue, faire d'éducation sexuelle des enfants à l'école? Alors la question du grand endoctrinement, elle va bien au-delà de la question de la formation à la sexualité à l'école. Juste sur cette question, est-ce qu'il faut le faire? Alors déjà, intéressant parce que tout dépend de la manière dont on parle de la sexualité, parce que, une fois de plus, pardon de rentrer dans les détails, mais aujourd'hui, c'est traité en partie sur le plan des sciences de la vie et de la terre, donc sur la compréhension biologique de la reproduction. Ce n'est pas tout à fait la même chose que de faire venir des associations qui vont ensuite vous parler des pratiques sexuelles. Or, on voit bien parfois qu'au-delà de la simple question du consentement, et ça ne me choque pas qu'on puisse parler du consentement, pourquoi pas à l'école, on va parfois dans le détail de la sexualité. Et j'ajouterais même d'ailleurs, et c'est intéressant, que Pape Ndiaye a expliqué qu'il était pour le renforcement d'ailleurs de ces enseignements dès le primaire, qui pour le coup m'apparaît... L'application de la loi. Mais ce que dit le ministère, mais dès le primaire, ça me paraît complètement les grossesses précoces, aberrant. La transmission de maladies sexuellement transmissibles. Est-ce que ça, il faut le faire? Je vais vous dire, moi, il y a quand même une chose qui me dérange. Parce qu'aujourd'hui, quand l'école de la République révèle un effondrement complet, que dans l'un des derniers, pour ne parler que de celui-là, des derniers classements internationaux, la France est dernier en Europe en mathématiques. C'est-à-dire que les élèves français sont les derniers en Europe. Sincèrement, quand on voit le ministre de l'Éducation nationale expliquer qu'aujourd'hui, il est pour le renforcement des enseignements relatifs à la prévention sur la sexualité ou encore pour le dégenrage des cours de récréation, c'est-à-dire le fait que les petits garçons qui jouent au foot n'empêchent pas les petites filles qui jouent à la corde à sauter, sincèrement, je préférerais qu'il augmente les heures de français, les heures de mathématiques, qui se sentent davantage concernés par la mission fondamentale de l'école. Or, moi, ce qui me déplaît là-dedans, c'est la dérive à laquelle on assiste, où l'école aujourd'hui est devenue un lieu de suivi social, d'éducation et non plus d'instruction. C'est pas le rôle de l'école pour vous. Et je crois que si on devait faire de la prévention, ce serait davantage à une profession qui a été très largement sacrifiée, ou en tout cas une fonction qui a été sacrifiée dans l'école, qui était finalement la médecine scolaire, qui aujourd'hui est réduite à peau de chagrin et qui avait un vrai rôle
d'accompagnement, de conseil et de détection aussi des violences intrafamiliales dont on voit bien aujourd'hui qu'elles sont largement lacunaires. Marion Maréchal, Éric Zemmour, pendant la campagne, avait expliqué que Marine Le Pen ne pouvait pas gagner. Factuellement, elle n'a pas gagné, mais elle a quand même enregistré plus de 41% des voix au second tour. Elle a 89 députés aujourd'hui. Reconquête et Éric Zemmour ont réalisé 7% à la présidentielle et 0 député. Est-ce que vous considérez toujours aujourd'hui que c'est Marine Le Pen qui ne peut pas gagner, vu l'écart de résultats entre elle et vous? Alors moi, ce que je crois, et c'est d'ailleurs la leçon que je tire des récentes élections en Suède et prochaines élections en Italie, si le score des sondages se confirme. Avec une accession au pouvoir dans un cas fait et dans l'autre cas probable de la droite et de l'extrême droite. Exact. Alors, je réfute les termes extrême droite, mais en tout cas de coalitions de droite diverses et variées qui ont permis dans ces deux pays, ou qui permettront peut-être en Italie, l'accession au pouvoir de la droite face à la gauche. Ce que je crois, c'est que personne ne peut gagner seul, voilà, et que le refus par principe d'une coalition cohérente, je ne dis pas une coalition incohérente, à tout prix en tout cas, empêchera d'arriver au pouvoir. Et de ce point de vue-là, je crois que Reconquête avec Éric Zemmour a une singularité de ligne qui ne se confond pas tout à fait aux réponses du Rassemblement national sur les questions civilisationnelles, sur les questions économiques, sur la question justement du rapport au travail. Si je comprends bien ce que vous ne dites plus elle ne peut pas gagner, vous dites on peut gagner ensemble. Moi, ce que j'ai toujours pensé, c'est qu'on ne peut pas gagner seul. Et c'est d'ailleurs la logique de l'appel qu'avait fait Éric Zemmour au moment des législatives. Quand il a appelé à la coalition, c'était dans l'espoir de faire en sorte que ça se transforme en majorité à l'Assemblée. Vous souhaitez qu'il soit nouveau candidat en 2027 ? Ce sera à lui de le dire, mais je crois aujourd'hui qu'on n'en est pas du tout là. Si vous voulez, il y a d'autres rendez-vous en amont, et puis surtout, il y a le fait déjà de faire connaître Reconquête auprès des Français qui, pour beaucoup, je pense, n'ont pas tout à fait identifié quelle était notre singularité. Ça va être notre première mission, si je puis dire, dans les mois et les semaines à venir. Dernière question, vous dites l'union des droites. Il se trouve qu'il y a des compétitions en cours dans les deux partis qui sont à droite. Le RN entre Jordan Bardella et Louis Alliot, LR entre Éric Ciotti et Bruno Retailleau, entre autres. Est-ce que dans ces noms-là, il y en a avec qui vous pourriez plus facilement travailler, qu'il y ait des convergences? Alors, en ce qui concerne le Rassemblement national, je ne me fais pas l'arbitre d'une élection à laquelle je ne participe pas, puisque j'ai quitté le Rassemblement national il y a des années. Mais puisque vous voulez travailler ensemble. Des années déjà. Ce que j'ai du mal à percevoir au sein de cette compétition, c'est que vous savez qu'il est d'ores et déjà acquis pour tout le monde au sein du Rassemblement national que Marine Le Pen sera la prochaine candidate à la présidentielle. Donc c'est elle, en fait, qui gardera le leadership politique, ne nous voilons pas la face, au sein du Rassemblement national. Donc je ne suis pas sûre qu'il y ait de véritables enjeux, et ça ressort d'ailleurs assez bien, de ligne ou de stratégie entre les deux candidats. Donc j'y vois plus une compétition d'image ou de parcours. Il n'y en a pas un avec lequel il sera plus facile de travailler. Donc de ce point de vue-là, en fait, je crois que Marine Le Pen restera la chef du mouvement. Donc je ne suis pas sûre qu'il y ait un véritable enjeu. Et en ce qui concerne Éric Ciotti et Bruno Retailleau, moi, je vais vous avouer que je peux avoir de la sympathie pour des différentes raisons auprès des deux candidats. Ce qui m'inquiète, et j'en vois déjà un petit peu les prémices, c'est que sous couvert de procès en droitisme, l'un comme l'autre se sentent obligés finalement de donner des gages au centre, tout à fait, pour garder la cohérence de leur mouvement, en tout cas l'unité de leur mouvement. Et je crois que s'ils refusent une fois de plus cette question de l'union des droites et de travailler notamment avec des gens comme Reconquête, ils passeront à côté du grand enjeu. Merci beaucoup, Marion Maréchal, d'avoir répondu à nos questions.